Bonjour, bienvenue pour donc, ce 5e webinaire qui entre dans le cadre d'une formation en ligne qui a été réalisée pour le projet NESE. Le projet NESE qui est un projet qui porte sur les hôtels, un projet européen qui porte sur les hôtels presque zéro énergie, qui est cofinancé par le programme Énergie intelligente pour l'Europe de l'Union européenne. Et donc c'est un projet européen qui est mis en œuvre dans 7 pays européens, mais dont les activités sont mises en œuvre au niveau national français par l'association Énergie 2050, dont je fais partie, l'association Énergie 2050 qui travaille principalement sur les thématiques de développement durable, de transition énergétique et de changement, de lutte contre le changement climatique. Voilà, on a déjà eu un ensemble de 4 webinaires auxquels je l'espère vous avez assisté, qui portaient notamment sur le projet, sur les questions de financement, et sur d'autres thématiques comme la réglementation européenne. Dans ce webinaire, on va se concentrer un peu plus en détail sur la démarche de l'audit énergétique, sachant qu'évidemment, on ne va pas vous apprendre en un quart d'heure à réaliser un audit énergétique, mais c'est pour que vous compreniez la démarche et voyez qu'est-ce qu'un audit énergétique, de quoi il s'agit et ce que ça peut vous apporter dans votre démarche de rénovation vers du presque zéro énergie ou tout simplement dans un processus de rénovation énergétique. Alors le but de l'audit énergétique, je vais aller assez rapidement puisqu'il y a un grand nombre de diapositives, mais sachez que ce support de formation sera disponible à tous ceux qui nous le demandent et même téléchargeable en ligne. Donc vous n'avez pas vocation à tout noter, vous avez juste à nous écrire, on vous enverra évidemment les supports de formation si vous le désirez. Donc l'audit énergétique, évidemment, c'est pour connaître en détail la consommation de l'installation, en l'occurrence là on parle d'hôtel, donc la consommation de l'hôtel. Alors on parle de consommation plus théorique, mais également de consommation réelle qui est basée sur les factures énergétiques, et voir comment on peut économiser sur ces factures et sur cette consommation théorique en mettant en œuvre des mesures d'économie d'énergie, si nécessaire. Est-ce qu'on a des leviers d'action pour améliorer les performances du bâtiment? Alors, la méthode qui est décrite ci-dessus, elle est basée sur une norme qui est la norme européenne. La définition de l'audit énergétique, c'est que c'est des processus indépendants, systématiques et documentés pour obtenir des preuves et les évaluer objectivement afin d'obtenir des informations fiables sur la consommation d'énergie et les coûts, d'identifier les principaux facteurs qui influent sur la consommation et de détecter et évaluer les différentes possibilités d'économie d'énergie. Alors, parmi les termes qui sont utilisés, évidemment, vous avez le terme de consommation d'énergie, quantité d'énergie utilisée, efficacité énergétique, c'est le ratio outre relation quantitative entre une sortie de performance de service de biens ou d'énergie et un apport d'énergie, la performance énergétique, l'utilisation de l'énergie, la consommation spécifique, ça c'est des termes que vous retrouvez souvent, les services. Voilà, quels sont les processus énergétiques qui visent à répondre aux besoins, maintenir des bonnes conditions de vie. Les technologies horizontales, c'est les technologies de l'énergie utilisée principalement pour la production et le traitement de l'énergie entrante. Et voilà, les technologies les plus couramment utilisées sont les systèmes de génération et de distribution de l'air comprimé, système de génération et de distribution pour le refroidissement et le chauffage, système électromécanique, éclairage, ventilation, air conditionné, etc. Alors, en amont de l'audit énergétique, l'organisation et le contrôleur, donc le contrôleur c'est celui qui va réaliser l'audit, doivent établir et documenter le champ d'application. Donc le champ d'application physique, qu'est-ce qui va être compris dans l'audit? Les aménagements, les processus, les services, les zones. Donc dans un hôtel en général c'est assez facile, on a une zone délimitée avec un certain nombre de services, mais voilà, c'est ça qui doit être pris en compte. Et le champ d'application technique, c'est quelle profondeur à l'analyse on va apporter et le niveau de détail, donc pour savoir quel type de rapport l'entreprise veut avoir à la fin et quel type d'informations plus ou moins détaillées ils veulent avoir à disposition. Alors la méthodologie qu'on a déjà un peu évoquée dans le premier ou deuxième webinaire, il y a 8 étapes en fait à un audit énergétique qui est effectué par l'audit en fait, qui peut avoir lieu dans les bureaux de l'entreprise qui réalise l'audit ou sur le terrain, donc avec des analyses de terrain sur le lieu de l'hôtel pour le coup, puisqu'on est dans le cadre du projet NESE. La collecte de l'information, donc ça se fait en amont. Les données requises pour cette collecte, donc habituellement on va avoir une description de l'installation, des schémas, des processus. Alors processus, là si on parle en termes industriels, c'est processus de production, mais on peut avoir des processus également dans les hôtels.
les factures évidemment énergétiques, les plans thermiques électriques, l'inventaire de l'équipement, la durée d'exploitation de l'équipement, etc. Voilà. Et aussi une collecte de données in situ par l'équipe, des interviews du personnel qui permet également de compléter l'information, des enquêtes auprès des utilisateurs et autres bases de données. Tout ça, ça permet de compléter les informations qu'on n'a pas forcément. C'est des informations qu'on va dire d'utilisation, d'usage, d'opération sur le lieu de l'hôtel qui parfois ne peuvent pas être transcrits dans les documents. Alors, analyse de l'apport énergétique. L'analyse en fait doit prendre en compte, donc ça c'est la deuxième étape, l'analyse doit prendre en compte les critères de sélection et d'utilisation, donc les contrats, consommation, les coûts. Et les éléments à connaître sont notamment la consommation électrique, la consommation de carburant, parfois dans les hôtels vous avez des consommations de gaz, de fuel, etc. L'autoproduction énergétique, qui peut être renouvelable ou non, mais en général si on parle d'énergie renouvelable, est-ce qu'il y a des panneaux photovoltaïques, est-ce qu'il y a des panneaux solaires, est-ce qu'il y a de la géothermie sur le site, et d'autres sources énergétiques potentielles. Alors, avant de visiter les installations, dans l'analyse de l'apport énergétique, cette collecte en fait des factures va permettre d'avoir une idée des consommations réelles de l'hôtel ou du bâtiment, mais dans notre cadre, là c'est de l'hôtel. Cette partie en fait elle nécessite quand même une certaine collaboration, un certain volontarisme du client pour mettre à disposition des factures. Parfois ça prend du temps pour récolter toutes ces données, mais c'est essentiel pour bien comprendre les consommations, puisqu'on peut calculer une consommation théorique en utilisant les données techniques, mais on a besoin d'une consommation réelle. Par ailleurs, donc dans les visites, on a des mesures in situ, donc des analyseurs de réseau pour la consommation électrique, des relevés de compteurs pour la consommation de carburant. Ça nous permet d'avoir une vision très globale. Donc là, je vais passer vite. Ça, c'est des schémas qui sont ensuite réalisés. Vous voyez que vous avez l'évolution de la consommation annuelle par mois, donc de gaz, d'électricité et au total. Ça permet par exemple de voir que là, pendant les mois d'été, on consomme pas de gaz. Donc typiquement, ça va être une installation où le gaz est utilisé pour chauffer et d'avril à septembre, on chauffe pas du tout. Et l'électricité, on a un pic et pendant le mois d'août, ça peut être une installation par exemple touristique où le mois d'août, ça représente le mois fort et donc on a une augmentation de la consommation électrique. Donc ça nous permet d'avoir une vision sur sur quoi on va devoir agir pour diminuer les consommations. Là, vous avez une analyse qui peut être faite sur différentes échelles de temps. Vous pouvez tout à fait le faire par semaine. Donc, faire une moyenne par semaine. Donc, vous voyez, là, par semaine, on voit que du lundi au vendredi, on a une haute consommation et samedi, dimanche, on a une basse consommation. Typiquement, ça va être des installations de travail. C'est-à-dire que pendant les heures de travail, on a une haute consommation énergétique. Pendant le week-end, ça diminue forcément parce qu'on n'a pas d'activité dans le bâtiment ou très peu d'activité. Et on peut faire une analyse journalière. Vous voyez en bas, vous voyez qu'il y a une pause de 14h30 à 15h, qui peut être liée à différentes raisons, mais ça permet d'analyser sur quoi on va jouer dans la consommation, quels sont les pics de consommation et à quoi sont dus ces pics de consommation. Ça permet vraiment de faire une analyse complète de la consommation énergétique du bâtiment. Analyse des processus de production, donc ça c'est plus pour notamment les bâtiments industriels. Voilà, sur les processus de production qui sont utilisés, je vais passer très rapidement parce qu'en général dans les hôtels on n'a pas forcément ce type de consommation. Donc voilà, faire des diagrammes des processus. Donc là c'est vraiment un diagnostic des processus de production. Analyse des technologies et des services. Alors, les systèmes qui sont généralement utilisés dans ce cadre sont le comportement thermique du bâtiment. On va faire une analyse thermique du bâtiment, on va faire des relevés de température pour voir éventuellement là où les déperditions thermiques du bâtiment sont les plus élevées, pour voir justement si on a un pont thermique au niveau d'un sol, si on a des bâtiments qui sont efficients sur le plan énergétique, etc. Si on a des fuites également d'air qui amènent des déperditions thermiques importantes et qui donc entraînent une augmentation de la demande en climatisation ou en chauffage. Les systèmes de génération d'air, donc de ventilation, des systèmes de distribution de chaleur et de froid. Donc ça c'est pour l'industrie, mais également système de chauffage et de climatisation pour un bâtiment classique, système d'éclairage, voilà. Tous ces systèmes-là sont analysés pendant l'audit.
Voilà, on fait aussi un inventaire de tout le matériel, le nombre d'unités, la puissance, le temps d'utilisation. Donc pour un hôtel, ça peut être les machines à laver, ça peut être des télévisions. Donc on va faire un inventaire de tous les matériels qui utilisent de l'énergie pour avoir vraiment une vision claire du profil énergétique du bâtiment. L'analyse des technologies, le système d'éclairage par exemple. Pour l'éclairage, on va s'intéresser au type d'ampoule. Vous savez que maintenant il y a pas mal d'installations qui sont dans des processus de relamping en LED, voilà, pour économiser sur l'énergie consommée par les ampoules. Puissance de l'ampoule, est-ce que c'est une puissance qui est adaptée, type de luminaire, type de ballast, les horaires d'utilisation, est-ce qu'il y a un détecteur de présence? Parce que c'est pas tout d'avoir une ampoule efficace, encore faut-il l'utiliser vraiment quand on en a besoin. Donc on va chercher à limiter les gaspillages. Est-ce qu'on peut bénéficier d'éclairage naturel? Donc ça c'est une question importante et c'est une question qui doit être posée aussi bien pour les nouveaux bâtiments, donc dans l'orientation ou dans le placement des ouvertures, que pour un bâtiment en rénovation, parce que parfois on peut bénéficier d'éclairage naturel. Il suffit même parfois des meubles bloquent l'éclairage naturel et il suffit de déplacer un peu l'aménagement de la pièce pour bénéficier d'un éclairage naturel qui permet d'économiser sur les dépenses en éclairage. Activation, désactivation du système, donc quel type d'interrupteur aussi on utilise, etc. Voilà, donc là je vous présente un type d'inventaire, donc vous regarderez, ça fait partie des inventaires qui sont réalisés. Le système de climatisation, donc ça s'applique en fait, cette démarche s'applique à tous les systèmes. Donc on a vu l'éclairage, là la climatisation, on va s'intéresser au type de génération, au type de système de distribution, les unités, le contrôle, etc. Le contrôle étant généralement toujours un élément très important, c'est-à-dire que c'est là où on va avoir pour un bâtiment, on va dire ou un hôtel qui est entre guillemets mal géré, c'est là où on va avoir des économies potentielles les plus élevées à coût réduit, puisqu'on parle juste de gestion de l'énergie, et donc généralement on a vraiment un levier d'action, on a vraiment des gisements qui sont importants dans ces domaines-là, juste en mettant en place des systèmes de contrôle et de gestion efficients. Donc là, comme je vous l'ai dit, ces modules de formation seront disponibles, donc je vous laisserai regarder. Mesure et collecte de données, donc ça c'est la quatrième étape. La mesure et la collecte de données, c'est le travail effectué sur les installations qui sont vérifiées. Alors avant toute mesure, voilà, l'auditeur il doit inspecter les installations, collecter toutes les données nécessaires à la préparation de son audit. Donc c'est l'analyse de tous les processus, l'inventaire des équipements, etc. On est déjà venu. Le déroulement de la campagne de mesure dépendra de l'information disponible pour l'auditeur. Il ne peut pas réinventer, donc il a besoin de maximum d'informations disponibles. Et l'analyse de la collecte de données, donc ça dépendra également de la manière dont ces données peuvent être interprétées. Si les informations ne sont pas nécessaires, évidemment, il y a toujours la possibilité d'aller sur site, d'utiliser d'autres paramètres pour compléter et pour faire une analyse des différents scénarios de rénovation. Alors, ça peut se faire également à tout moment de l'audit. Savoir que c'est pas quelque chose qui est limité dans un temps, c'est tout au long de l'audit. L'auditeur peut continuer à récolter des données sur le bâtiment. Voilà. Et l'objectif, c'est de connaître la performance énergétique du bâtiment, donc de l'hôtel, avec précision, et de disposer un peu de toutes les mesures de comptage, etc., qui peuvent lui servir dans l'analyse du profil énergétique du bâtiment et dans la détermination des mesures d'efficacité énergétique. Alors, les mesures, les comptages et les collectes de données peuvent être une analyse de la situation actuelle ou faire partie du processus d'analyse d'évaluation des mesures d'économie spécifiques. Alors, certains équipements techniques peuvent également être choisis dans le cadre de la collecte de données pour des besoins particuliers. Et tout l'équipement doit être calibré de façon adéquate. Voilà, donc je vous laisse regarder un peu. Il y a pas mal de choses, des tâches de mesure, de collecte de données, de comptage et de relevé qui doivent se faire suivant certaines règles. Voilà, donc tout ça c'est le but, donc c'est de collecter le maximum de données.
On utilise différents équipements de mesure, le luxomètre pour l'éclairage, le détecteur de présence pour le niveau d'occupation de la salle, etc. pour collecter des données et notamment des données d'opération. Voilà, donc là vous avez le luxomètre, l'appareil photo pour un relevé de situation, le compteur à pince, le détecteur d'occupation, l'analyseur de réseau. Toutes ces analyses-là vous permettent d'avoir une meilleure idée de l'opération, de l'opérationnalisation du bâtiment et d'avoir une idée concrète de ce qui se passe dans ce bâtiment, d'où viennent les besoins, est-ce qu'il y a des consommations qui sont peut-être inutiles, etc. Voilà, là vous avez des exemples d'analyseurs de réseau. Les résultats qui sont obtenus. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui sont menées, des mesures qui sont menées, et qui vont au-delà, bien sûr, des factures énergétiques ou des plans des bâtiments, qui permettent vraiment à l'auditeur d'avoir quelque chose à l'audit, d'avoir une vision solide du bâtiment. Performance de la comptabilité de l'énergie. Alors, la comptabilisation de l'énergie vise à distribuer la quantité d'énergie à sa source de consommation, équipement, système, opération ou autre. La consommation d'énergie, c'est la puissance en kWh multipliée par le temps d'utilisation. La précision de la comptabilisation de l'énergie doit être proportionnelle à la pertinence de la consommation et du potentiel d'économie d'énergie pour chaque zone, etc. Voilà, des valeurs. Donc, on a des valeurs de référence qui peuvent être utilisées pour estimer les mesures d'économie proposées. C'est-à-dire que c'est sur la base de cette comptabilité de l'énergie qu'on va estimer les économies potentielles que vont générer les différentes mesures qui vont être proposées durant l'audit. Voilà. Donc là, le bilan énergétique, c'est quelle est la consommation, quand est-ce que ça se produit, où est la principale consommation, et on a tous ces indicateurs qui permettent d'étayer en fait ce bilan. Voilà. Ensuite, vous allez arriver avec des schémas de ce type où vous avez la répartition, par exemple, de l'énergie par source d'énergie. Donc là, on voit qu'on a environ, dans cette cas-là, 65%, les 2/3 de la consommation énergétique qui est attaché à une consommation électrique, et un gros tiers qui est du gasoil. Vous pouvez également décliner ça par secteur d'utilisation. Donc là, en bleu, on a l'air conditionné qui est à peu près à 200 000 kWh et qui est la principale source de consommation devant l'éclairage, l'équipement, l'eau chaude sanitaire et tout autre usage. Donc ça, c'est typique d'un hôtel rural situé en zone climatique 1, donc plutôt chaude, puisqu'on a l'air conditionné, et ça vous montre déjà sur quel type d'énergie, quel type d'utilisation énergétique vous allez devoir concentrer vos mesures d'efficacité. Évidemment, si vous basez toutes vos mesures sur l'eau chaude domestique, vous avez un levier d'action qui est assez minoritaire, parce que là on est à 20 à 30 000 kW sur l'eau chaude sanitaire. Voilà, ce sera le maximum que vous pourrez économiser, c'est sur cette consommation. Alors que sur l'air conditionné, comme on l'a dit, on est à plus de 200 000. Donc c'est forcément sur l'air conditionné ou sur l'éclairage qu'on va porter notre attention en premier. Vous pouvez également combiner les deux. Donc voilà, ça vous permet d'avoir par type d'énergie, vous regardez quelle est le principale source de consommation énergétique. C'est quelque chose qu'on a fait notamment au projet Nézé. Vous pouvez également donner un aperçu de la consommation énergétique si vous avez un hôtel de la même chaîne. Ça permet également des comparaisons pour voir quel hôtel consomme plus par rapport à la climatisation, etc. Voilà, donc ça vous permet d'avoir déjà une vision de ce que vous devez faire et sur quel type de consommation vous devez agir. À partir de là, vous avez donc développé des mesures, des propositions d'économie d'énergie. Alors, il y a deux options. Soit vous réduisez la consommation, ce qu'on appelle les mesures de sobriété énergétique, soit vous augmentez l'efficacité énergétique de vos systèmes, de votre équipement, pour avoir pour le même service énergétique une consommation d'énergie réduite. Voilà, c'est la différence, c'est que dans le premier cas, on va réduire la consommation de ce qu'on appelle du service énergétique. Dans le deuxième cas, on réduit la consommation d'énergie par service énergétique. Mais dans les deux cas, évidemment, l'objectif, c'est quand même de réduire au final votre demande d'énergie. Donc dans le premier cas, on va essayer surtout de réduire les gaspillages. Donc ça, c'est souvent ce qui est facilement accessible et à coût réduit.
Ça demande juste de la sensibilisation à un changement de comportement. La réduction de la consommation de l'énergie est rendue possible grâce à un usage rationnel de l'énergie. Par exemple, l'exemple premier, quand vous utilisez de la climatisation, vous éteignez, vous n'ouvrez pas les fenêtres, ou quand vous utilisez le chauffage, vous n'ouvrez pas les fenêtres, parce que ça entraîne des perturbations, c'est donc du gaspillage. Vous ne laissez pas les lumières allumées quand vous n'êtes pas dans la pièce. Tout ça, ça fait partie d'une rationalisation de votre consommation énergétique, c'est-à-dire vous économisez, là c'est des économies pures, sans contrepartie, sans investissement initial. Vous pouvez investir également dans des mesures qui vous permettent de rationaliser, mais en général, voilà, l'investissement est très rapidement rentabilisé. Dans l'autre, c'est optimiser le rapport entre la quantité d'énergie consommée et la production, c'est-à-dire que pour un même service énergétique, vous allez avoir besoin de moins d'énergie. Mettons, par exemple, prenez l'exemple d'une télévision. Voilà, pour la télévision d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus économe en énergie pour le même temps passé à regarder la télévision qu'une télévision qui était construite il y a encore 10-15 ans. Voilà, ça peut être appliqué à tout équipement, évidemment. Donc il y a ces deux visions-là. Évidemment, après, il y a la vision économie énergie renouvelable qui doit être aussi intégrée. Donc la mise en place d'une énergie renouvelable peut permettre également de réduire de fait les consommations d'un autre combustible. Pour la réalisation de chacune des mesures d'économie d'énergie, il faut au moins avoir une idée de la situation actuelle. Donc, dans quelle situation on se situe actuellement. L'idée de la mesure d'économie d'énergie, donc faut décrire un peu quel type de choix vous voulez faire, les fournisseurs, le prix, etc., les économies que ça va générer. Et bien sûr la situation future, en fonction de ce que vous avez calculé du coût de l'investissement et des économies que ça génère, vous estimez une situation future. Donc vous regardez l'avantage, vous modélisez en fait la situation future en fonction de la mesure que vous avez décrite. Donc ça nécessite d'avoir une prévision d'économie d'énergie annuelle. Donc ça calcule la différence entre la situation actuelle et future. Ça peut être fait à la fois sur l'énergie primaire et finale, sachant que l'énergie primaire, on avait décrit un peu ce que c'était dans un de nos précédents webinaires, en fonction du facteur de conversion et des sources. Par exemple en France, en termes d'énergie primaire, on va chercher surtout à jouer sur les consommations électriques, parce qu'on a un facteur de conversion qui est très élevé, 2,58 comparé à 1 pour le gaz naturel et à 0,6 pour le bois. Le facteur environnemental, là, on va plus jouer sur ça va être plus les variations des émissions de carbone et des émissions similaires. En France aussi, par rapport à la consommation électrique, en général, on va indiquer un facteur qui est le volume de déchets radioactifs émis, parce que l'électricité française fonctionne en grande partie sur le nucléaire, et donc ça génère quasiment pas, sinon pas d'émissions de carbone, mais par contre, il y a un impact environnemental via les déchets radioactifs. Facteur de conversion et sources doivent être indiqués, évidemment. Les facteurs économiques, on doit exprimer non pas les économies d'énergie annuelles juste en termes de kilowattheures et d'énergie, mais également en termes économiques. C'est-à-dire qu'on va allouer à l'économie d'énergie une valeur économique qui peut être la valeur actuelle du prix de l'énergie ou auquel on peut ajouter une simulation sur le prix de l'énergie. Par exemple, on peut dire que le prix de l'énergie aujourd'hui, le prix de l'électricité est très bas, donc on considère qu'il va y avoir un taux d'augmentation du prix de l'énergie de 3% par an. Donc on va allouer ça va jouer dans la valeur économique de notre mesure et la rentabilité sur le long terme. Alors ensuite, on va analyser et développer des propositions de mesures d'économie d'énergie. Le premier facteur, c'est qu'on va lier aussi les mesures d'économie d'énergie identifiées. Vous pouvez pas analyser juste additionner en fait des mesures d'économie d'énergie, particulièrement si celles-ci sont affectées au même système ou équipement. Donc dans ces cas-là, on va faire un scénario, puisque par exemple si vous faites de l'isolation, vous estimez que l'isolation en elle-même va avoir tel gain énergétique, et qu'après vous installez peut-être du double vitrage, évidemment l'impact de votre double vitrage il sera moins grand après isolation, parce que vous avez déjà réduit les pertes thermiques qu'avant, où les pertes thermiques étaient élevées. Donc ça doit être combiné dans des scénarios intégrés et des scénarios cohérents. Par exemple, est-ce que c'est nécessaire
de faire du remplacement en double vitrage si vous avez déjà isolé les murs, c'est une question qui doit être posée, etc. Si vous agissez sur le même système ou la même consommation, il faut voir si les deux mesures ne font pas peut-être doublon ou si une des deux est suffisante à apporter les gains que vous recherchez. Donc ça va être analysé tout ça dans des scénarios intégrés qui vont permettre de simuler les gains énergétiques, les gains économiques, les émissions et le gain environnemental pour ce scénario. Et qui sera différent bien sûr de l'addition des différentes mesures. Et bien sûr, la recommandation de bonne pratique pour l'efficacité énergétique. Il est évidemment recommandé d'utiliser l'énergie de manière rationnelle, même si ces conséquences sont difficiles à mesurer. Évidemment, quand vous laissez la lumière allumée dans une pièce qui n'est pas utilisée, vous n'avez pas les conséquences directement, mais ça participe à créer du déchet radioactif, à créer des émissions de gaz à effet de serre, voilà, et surtout ça pèse sur votre facture énergétique. Donc c'est des choses où tout le monde est perdant. Donc en utilisant des bonnes pratiques, ça peut permettre de facilement réduire les consommations. Ces recommandations-là, donc quand on vous dit qu'il faut éteindre, c'est basé aussi sur l'estimation des économies et sur les comportements actuels. Les comportements actuels qui ont pu être simulés, par exemple, par rapport au profil journalier qu'on a vu. Si dans les profils journaliers, on a vu une forte consommation pendant les heures de repas, alors qu'on sait que les bureaux ou les logements, alors ça c'est pour les bureaux, on va dire, sont inoccupés, là on va dire il y a un problème. Donc ça fait partie des recommandations qu'on peut faire à partir de l'analyse des profils énergétiques du bâtiment, profil énergétique réel. Et également par rapport, quand on discute avec le personnel, avec les utilisateurs, on a un certain nombre d'informations qui peuvent être utiles. Quelques mesures d'économie d'énergie dans les hôtels. Donc là, évidemment, on vous fait une liste. Donc comme je vous l'ai dit, ce module sera disponible, ce support de formation sera disponible, mais vous avez un certain nombre de choses dans l'éclairage. Voilà, que ce soit dans l'efficacité énergétique, mais également dans la sobriété, on en a parlé, éteindre l'éclairage. On peut également installer des détecteurs de présence pour un usage plus cohérent de l'énergie. Les équipements, donc tout un tas d'équipements sur lesquels il est possible d'agir, qui vont du remplacement des pompes classiques par des pompes à haut rendement. Vous pouvez même mettre des pompes à chaleur, des panneaux solaires thermiques pour les piscines, etc., ou même pour l'eau chaude sanitaire. Tout ça, ça fait partie des propositions qui peuvent être effectuées après audit. Tout ce qui est chauffage, ventilation et air conditionné, donc vous avez un certain nombre de choses sur lesquelles vous pouvez agir. Ça peut aller de la casquette solaire à l'isolation par l'extérieur, à installer des planchers radiants. Donc tout ça, ça fait partie des mesures qui peuvent être adaptées pour un hôtel. En fonction, évidemment, il n'y a pas de réponse miracle, ça sera toujours en fonction d'une situation initiale. L'eau chaude sanitaire, donc là on a des panneaux solaires thermiques à tube sous vide qui sont assez performants, qui peuvent être utilisés donc pour si vous avez une forte demande d'eau chaude, ce qui est souvent le cas dans les hôtels. Ça peut être également dans la gestion avec un système de commande, ça peut être sur le système d'approvisionnement en isolant la tuyauterie, la chaudronnerie, des systèmes de récupération de chaleur, etc. Alors, comment calculer les économies ? Alors, il y a des mesures dont l'économie va être facile à calculer. On peut créer un modèle. Les mesures, généralement, en rapport avec le système d'éclairage, sont faciles à programmer, vu que les puissances d'éclairage sont constantes. Pour certaines mesures concernant la climatisation, la ventilation et le chauffage, là, il va falloir créer un modèle de charge thermique dans le bâtiment, en tenant compte de pas mal de paramètres. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. D'autres mesures de sauvegarde concernant le CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation, peuvent être calculées. En particulier celles liées à la performance des équipements et des pertes thermiques dans les tuyaux. Et calculer les économies globales nécessite de recalculer la consommation en faisant varier le paramètre qui change. Donc la mesure d'économie d'énergie fait changer le paramètre. Voilà, donc tout ça, ça permet de calculer l'économie en faisant des simulations avant, après, et de regarder la consommation, si ce n'est théorique, en tout cas basée sur le bâtiment, mais également sur les comportements, pour voir quelle sera la consommation après. Voilà, donc ça c'est certaines des formules qui sont utilisées. Diminuer la puissance, réduire le temps, améliorer les performances. Donc dans différents cas, on va utiliser différentes formules.
Les méthodes pour estimer les investissements, c'est les économies en termes monétaires, les économies environnementales, les investissements, donc il y a les prix de l'investissement et les bénéfices. On a déjà eu un webinaire, le précédent webinaire où celui d'avant était particulièrement sur tous ces indicateurs de financement. Quelques exemples de systèmes d'économie. Donc là, vous avez des exemples typiques d'économie. Donc si par exemple, si vous en remplacez vos ampoules à incandescence par des CFL, vous avez des économies de 60 à 80% sur la consommation. Typiquement, là, c'est de l'efficacité énergétique. Les stand-by killers sur les télévisions qui font économiser 15%, là, on est sur de la sobriété. Voilà, donc vous avez tout type de mesures et en général, vous avez des économies types que vous pouvez faire varier évidemment en fonction de la situation spécifique de l'hôtel. Un grand potentiel d'économie ne fait pas forcément pour autant un hôtel nésé. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que l'objectif c'est pas un niveau d'économie d'énergie énorme, c'est que au final l'hôtel obtienne un niveau très bas au niveau énergétique, donc un niveau presque zéro énergie. Le fait par exemple que vous avez par exemple un hôtel qui est très inefficace, donc vous avez un certain nombre de mesures que vous pouvez faire pour le rendre efficace, ça fait pas de l'hôtel un hôtel presque zéro énergie. Pour faire un hôtel presque zéro énergie, il faut que l'hôtel consomme beaucoup moins, mais par rapport aux références. Pas par rapport à son niveau initial, mais par rapport à une référence. Par exemple, dans le cadre de BBC, c'est BBC Rénovation, bâtiment de basse consommation rénovation, qu'on a utilisé en France pour, dans le cas des projets pilotes. Il faut une réduction de 60% de la consommation énergétique par mètre carré en énergie primaire, comparé aux standards déterminés par la réglementation. Donc, si vous prenez un hôtel qui est peu efficient au départ, pour arriver à ce niveau-là, vous aurez besoin d'avoir des économies qui sont très élevées. Pour un hôtel qui est déjà un hôtel qui est à peu près performant, donc le niveau de réduction il sera moindre. Donc c'est pas parce que vous avez un haut niveau un fort gisement d'économie d'énergie que ça fait de vous un hôtel qui peut devenir potentiellement presque zéro énergie. Le rapport de l'audit énergétique, donc le rapport qui sera délivré, il aura un certain nombre d'indications, la méthodologie, le champ d'application technique, les mesures d'économie proposées, avec des scénarios, parce que si vous faites des mesures, vous avez une description des mesures par mesure, mais également par scénario, donc différents types de scénarios de rénovation, et ce que va vous rapporter le scénario de façon intégrée, et des conclusions, voilà, que vous pouvez utiliser pour votre plan de rénovation. Le rapport de l'audit, c'est quelque chose qui peut également être revu et corrigé. Donc c'est élaboré, révisé, soumis, corrigé, et à la fin, vous avez un rapport final en fonction, par exemple, des retours de l'hôtel. Donc ce rapport final, il vous guide ensuite pour la suite du processus, sachant qu'on a déjà vu dans un précédent webinaire quel est le processus pour devenir un hôtel presque zéro énergie. Il y a différentes étapes, et notamment les différentes étapes après la soumission du rapport d'audit. Voilà. Après, évidemment, il y a différents garde-fous, différentes choses à respecter, notamment la communication entre l'audit et l'organisation, les délais qui doivent comprendre tous les documents et données nécessaires, établir un programme de travail. Voilà. C'est des règles de bonne pratique qui doivent être faites. Donc vous pouvez vous servir, si vous avez un programme de rénovation, vous pouvez vous servir de ces règles. Ça permet d'avoir vraiment un processus efficace d'audit énergétique et d'avoir un rapport complet à la fin qui corresponde vraiment à votre situation et qui puisse vous recommander les mesures adaptées. Quelques références que vous retrouverez dans le matériel. Pas mal de références en espagnol par rapport à la rédaction, mais vous trouverez énormément de références également sur le net, ou même en nous contactant, on vous donnera des références sur l'audit énergétique. Voilà, je vous remercie. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve pour un 6e webinaire dans le cadre de ce projet Nésé. Merci à vous et au revoir.